Bienvenue sur automoto.com pour une petite séquence nostalgie. En effet, à l'occasion de la très récente sortie de la toute nouvelle 308 de 3e génération, Peugeot a eu l'excellente idée de nous convier en son fief socialien, en l'occurrence au musée de l'aventure Peugeot, pour une rétrospective de la famille 300 qui débute, rappelons-le, en 1932. Pour ce faire, nous sommes accueillis par Hervé Charpentier, conservateur en chef du musée de l'aventure Peugeot. Hervé, je vous rassure, je ne vous poserai pas de questions sur Citroën aujourd'hui, c'est pas le moment. Hervé, nous commençons. Bonjour Hervé, nous commençons donc par cette 301. Si mes souvenirs sont bons, première Peugeot à être dotée de roues avant indépendantes, notamment. C'est l'évolution technique majeure qui va inaugurer en fait cette voiture. Alors la 301, elle est lancée pas n'importe comment, mais de façon sportive, avec en compétition, avec une voiture de compétition qui va aller battre pas mal de records sur le circuit de Miramas et qui va être le prélude au lancement commercial de la 301. Alors n'oublions pas que la 301, ça reste l'évolution naturelle de la 201 qui monte en gamme et qui va offrir de nouvelles possibilités à la petite 201 et donc arriver sur un tout nouveau marché. Donc déjà à l'époque, on utilisait la compétition pour vanter les mérites et les qualités d'une voiture, ce qui était extrêmement novateur pour l'époque, je pense. Dès le départ, dès les premières courses, dès la première course automobile qui a été remportée par Peugeot d'ailleurs, rappelons-le, eh bien on se sert de la notoriété que peut apporter le sport automobile pour vendre le véhicule de tourisme. Alors, avait-elle d'autres innovations en dehors de ces roues avant indépendantes? Parce que là, encore une carrosserie très classique quand même. Alors, vous allez me dire, nous sommes en 1932, donc on n'est pas encore dans les carrosseries rondes que l'on découvrira plus tard, mais qu'avait-elle d'autre de particulier? Alors, en fait, c'est tout à fait les prémices. L'architecture en elle-même évolue très peu par rapport à une 201, puisque la 201 a été dotée des fameuses roues avant indépendantes pour devenir 201C. Cette voiture, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle va offrir des nouveaux volumes. Et puis, une montée en gamme de l'intérieur, des prestations dans le véhicule. Là où on avait un véhicule très simple pour la 201, eh bien, avec les années 30, eh bien, Peugeot va aller chercher une clientèle qui dispose d'un peu plus de moyens et va monter en gamme. Donc, c'est la première étape, c'est la 301, puis elle sera suivie par la 401, puis la 601. Était-elle déjà dotée d'options? Est-ce qu'il y avait possibilité de personnaliser un peu son véhicule à l'époque ou pas tellement? On peut personnaliser un peu son véhicule. On va surtout choisir dans des gammes qui sont très élargies. Vous avez une myriade de carrosseries possibles pour pouvoir répondre à toutes les attentes du public. Ce qu'on peut noter également avec cette voiture, c'est que cette gamme 201, 301 sera la première avec la fameuse numérotation Peugeot. Avec le 0 central. Avec le 0 central qui n'est pas, contrairement à ce que veut la légende populaire, un trou de manivelle. Par contre, il fut utilisé, comme nous allons le voir un peu plus tard, comme trou de manivelle. Oui, parce que le style Peugeot est en train de naître. À la naissance de la 301, le premier bureau de style Peugeot est en train de naître. Henri Thomas, qui en est à la tête, est en train de préparer des lignes bien plus fluides pour le restyling, on va dire, de la génération 1. C'est ce qui viendra juste après. On va préparer en fait avec ce style l'arrivée de la ligne en fuseau de Sochaux, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc on va justement voir ça. C'est vraiment un changement total, une rupture stylistique. Voilà. Alors Hervé, nous voici maintenant arrivés devant une magnifique 302, donc 1936. Voilà, on arrive à la deuxième génération, des véhicules de taille 3. On change totalement de style. On a bien quitté les formes de la génération 1 et là on se dirige tout droit vers la ligne en fuseau de Sochaux. La ligne en fuseau de Sochaux, c'est la révolution stylistique. Que veut dire fuseau de Sochaux? C'est son nom, c'est une forme très aérodynamique pour une voiture. C'est quelque chose qui était poussé à l'extrême par Henri Thomas, qui est donc le patron du style Peugeot à cette époque-là, qui avait déjà fait des prémices avec la fin de la génération 1. Mais là, on enlève tout ce qui pourrait gêner l'aérodynamisme sur la voiture. Voilà, donc ça a une fonction aérodynamique et c'est aussi au niveau style extrêmement élégant. Ah ben, c'est d'autant plus fluide et d'autant plus simple. Par exemple, les optiques ont été basculées derrière la grille, derrière la calandre. On voit que la fameuse numérotation descend en bas. Donc le 0 qui servait en fait simplement de lien entre la taille de la voiture et sa génération, maintenant prend également une position de cache
trou de manivelle. Voilà, ce qui est quand même super intelligent. Voilà, Henri Thomas n'aimait pas cette verrue qui était en bas de calandre. C'était pas très élégant. C'était une solution pour pouvoir le masquer, se servir de la fameuse numérotation Peugeot. Et on retrouve les trois couleurs du drapeau français sur le logo, ce qui est assez amusant. Donc ça n'est pas nouveau, ce côté cocorico. Bien sûr que non, puisqu'en fait on est un peu après la crise de 29. La France a du mal à ressortir de la crise de 29 et le gouvernement de l'époque vantait les produits made in France. Donc là encore, ça n'est pas nouveau, c'était déjà le cas à l'époque. Et on retrouve le petit drapeau tricolore sur les compteurs de la nouvelle 308, justement. C'est très rigolo. 301, 302, 304. Et que fait cette maquette de 303, Hervé? Eh bien, c'est un projet qui n'a jamais vu le jour. On n'a jamais été au bout de ce projet, de ce qu'aurait pu être la voiture intermédiaire entre la 403 et la 203, la 303. Qui ressemble énormément esthétiquement à la 403. Oui. Ça aurait été une 403 en réduction. C'était une 403 un peu en réduction. C'est des lignes qui sont fortement inspirées des succès de la marque. Néanmoins, on est en train de préparer dans les ateliers quelque chose qui est d'un point de vue technique bien plus évolué que la 203 ou la 403. En plus, Peugeot s'oriente tout doucement vers une internationalisation de sa marque et donc doit frapper fort. La 303 ne verra pas le jour, mais tout le travail préliminaire va aller vers ce qu'on va appeler la 404, qui est l'évolution naturelle de la 203 qui devient 403, à laquelle on corrige encore quelques petits défauts pour devenir la 404. Celle-ci restera une très jolie maquette de bois qui nous a été donnée par le style Peugeot et restaurée par le style Peugeot. Qui a donc fait l'objet d'une restauration, comme quoi chez Peugeot on ne restaure pas que les voitures, on restaure également les maquettes, c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est surtout que le style Peugeot va toujours s'inspirer de son passé pour se projeter vers son avenir. Et toujours en ayant cet esprit de voir ce qui va plaire au public dans le temps qui arrive. Et ça, c'est une parfaite synthèse entre son histoire et puis l'avenir. Absolument. Alors Hervé, nous voici devant la 304 qui est une évolution de la 204, une grosse 204 inspirée du style de la grande sœur 504. Et la 204 qui fut la première traction avant de Peugeot. Exactement. Là, on va reprendre une architecture qui est connue, qui est fiable, mais on va offrir une nouvelle gamme dans la famille des 04. On va chercher à compléter la gamme pour pouvoir offrir un maximum de véhicules pour toutes les bourses. On va de la petite 104 jusqu'à la très grande et statutaire 604. Donc là, on reste dans la catégorie qu'on appelle aujourd'hui les compacts. C'est une petite berline familiale. C'est pas une grosse voiture, donc plus abordable. Et par contre, esthétiquement, très inspirée de la 504, qui est très, très élégante. La 504, elle a marqué son temps d'un point de vue style, aussi bien la berline que ses coupés ou cabriolets. Donc on va s'inspirer de cette face avant, qui est quand même le travail, notons-le, de Paul Bouveau, qui a quand même révolutionné le style de Peugeot pour cette fameuse voiture, et on va l'appliquer à cette nouvelle voiture. N'oublions pas que quand on fait une génération chez Peugeot, il y a une certaine homogénéité dans la gamme. On va chercher à y mettre les mêmes éléments pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Quand on regarde toutes les familles d'une seule et même génération, on a quelque chose de cohérent. Et on retrouve les fameuses optiques extrêmement élégantes dont on dit le fameux regard de braise qui l'aurait été inspiré de l'actrice fétiche de l'époque, Sophia Loren. Vrai, faux? Alors, légende urbaine? C'est ce que aurait dit Pininfarina en voyant la face avant proposée par Paul Bouveau pour la 504. Il a dit, il n'a même pas voulu révéler la face avant qu'il avait prévue pour la voiture. Il a dit, il faut cette voiture pour les lignes de la 504, cette face avant de voiture pour les lignes de la 504, parce que la voiture aura les yeux de Sophia Loren. Voilà, et ça reste des véhicules à cette époque qui étaient très souriants. Je trouve que les voitures contemporaines ne sont pas rigolotes du tout. Et alors c'est peut-être l'époque qui veut ça. Je trouve que les voitures de cette époque-là avaient des physionomies assez joviales qu'on retrouve beaucoup moins dans les productions contemporaines. Enfin, ça, c'est mon petit point de vue. Elles restent dans leur temps parce qu'elles collent à une époque. Elles reflètent en fait la société et puis le temps dans lequel on vit. Une époque peut-être plus joyeuse, moins stressée, je pense aussi. Enfin bon, j'adore ces regards 304, 504, très 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 jolis.
Alors nous voici face à la 305 de 1977 que je trouve un petit peu plus plan-plan, peut-être un peu moins moderne, un petit peu moins soignante, ça c'est mon point de vue, qui était chargé de contrer une concurrence très acerbe à l'époque, Simca Talbot 1307-1308, Renault 18 et surtout future Citroën BX. Donc cette voiture, elle marque déjà un saut de génération une fois de plus, mais c'est surtout l'entrée en lice de la génération 5. Tout à fait. On est en train de réfléchir à plein de choses. On a des nouveaux stylistes qui vont s'affirmer, un intérieur qui est très typé. On s'accapare les évolutions du style, mais même quelque chose de plus large qu'à l'automobile. Hein. On va vers des évolutions couleurs et matière. On va aller quelque chose de beaucoup plus consensuel, avec une certaine harmonie. Voilà, peut-être un peu trop consensuel justement. Je trouve qu'il y a plus de modernité dans l'habitacle, dans la planche de bord, dans les matériaux, dans les coloris, comme vous venez de le dire, que dans le look qui reste un peu, je trouve, très très classique. C'est l'air du temps. Voilà. On est en train de basculer entre un style et un autre. La 305, c'est l'articulation, c'est le début. Il faut se rappeler que celle qui va tout changer, c'est la 205. Néanmoins, il ne faut pas mettre la 305 de côté. Elle est importante parce que c'est d'elle que va découler la plupart des innovations technologiques de la 205. Et puis c'est avec elle qu'on va tester les réalisations assistées par ordinateur qui vont profondément changer la manière de penser une automobile. Et très gros succès commercial, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la 305, avec son petit air tout tranquille, elle s'est très 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 bien vendue. Oui, elle est bien arrivée dans un temps où elle a plu tout de suite sur le marché. Avec des évolutions de motorisation au fil des millésimes, elle termine, si mes souvenirs sont bons, avec un 1,9 litre de 105 chevaux, ce qui pour l'époque était pas mal du tout sur une petite familiale. C'est souvent le cas, hein. On va installer une première motorisation, voir comment elle se vend, puis ensuite on adapte et puis on va chercher un peu plus loin pour pouvoir offrir le maximum d'agréments de conduite à différents types de conduite finalement. Alors Hervé, nous voici devant une bonne, excellente petite familiale compacte, la 309, qui aurait dû s'appeler quelque part Talbot. C'était au moment du rachat de Talbot Christer. Qui était dans les cartons, qui était déjà quasiment prête, hein, donc il fallait pouvoir l'interpréter à la mode Peugeot. Voilà. Ce qu'on va faire, mais du coup, c'est ce qui va provoquer son décrochement dans sa numérotation. Et donc, elle va s'appeler 309. Elle n'est pas assez révolutionnaire, elle ne marque pas assez le pas pour pouvoir prétendre au nom de 306. Et il manque un peu de personnalité Peugeot, il faut être très honnête par rapport au restant de la famille. Exactement. Donc, on va garder la base qui est dans les cartons, en effet, et puis on va adapter une carrosserie qui va être librement adapté parce qu'on va retrouver beaucoup d'éléments de la 205. On va retrouver des porte-à-faux un peu plus longs, histoire de la démarquer hein, quand même. Hein. Une 309, c'est pas une 205 rallongée. Elle prend son espace, elle prend sa forme et puis va trouver sa place avec peut-être une personnalité qui va être un peu plus sportive que sa cousine, la 305. D'un côté, très belle habitabilité hein, pour une petite famille en 5 portes, et après, comme vous le faisiez remarquer, sportive avec des déclinaisons 3 portes, GTI et GTI 16 soupapes, absolument remarquable. C'est ça, c'est ce qui va rester de la 309, c'est cette connotation sportive, nerveuse, c'est une image que s'approprie Peugeot, qui est en train de briller dans les rallyes avec des voitures comme la 205 ou la 405. La 205 GTI, logo qu'on le retrouve sur la 309 justement, donc en GTI, GTI 16 avec jusqu'à 160 chevaux, ce qui pour une traction compacte à l'époque est carrément quasi révolutionnaire. Et outre ses performances remarquables, elle avait un châssis extrêmement vif, extrêmement sportif, avec un train arrière très mobile, ce qui en faisait une voiture très efficace. Très agréable à conduire. C'est une expérience de conduite qu'il faut avoir vécue. C'est quelque chose qui est notable. Voilà, effectivement, son look n'augure pas du plaisir de conduite qu'elle procure. C'est ça qui est assez marrant sur la 309. Elle a un look de petite familiale pépère, alors que c'est pas du tout le cas sur les versions sportives. Elle est un peu plus nerveuse, elle a un peu plus de caractère que la 305. Néanmoins, c'est vrai, elle n'a pas encore la représentativité que peut avoir et offrir la 205 avec sa face avant. Donc nous sommes au début des années 90, c'est en 1993, avec on peut dire, un autre grand numéro à succès. Hein. Il y a eu le sacré numéro, la 205, mais la 306, qui d'ailleurs s'inspire quand même dans ses formes
dans ses volumes de la 205. Elle reste très proche. On sent qu'on a voulu réinterpréter un peu et reproduire le succès de la 205 avec cette 306. Oui, alors ce qu'on va voir sur cette voiture-là, c'est que déjà les lignes vont commencer à s'adoucir. C'est ce qui va caractériser la génération 6. On a un saut de génération, une fois de plus, on apporte un agrément de conduite supplémentaire, quelque chose qui est bien plus stable, presque plus agréable à conduire selon les versions, qui peut être très nerveux. N'oublions pas que vous allez avoir une 306 3 portes, S16, alors là vous allez avoir quelque chose, une boîte 6 vitesses qui va répondre aux besoins des plus sportifs des conducteurs de l'époque. Mais vous avez quelque chose qui peut être une berline très sage, dans un mode qui est vraiment une vision adoucie et un saut de génération qui va montrer et révéler une nouvelle génération de voitures. Différentes carrosseries, hein. On a eu du 3 portes, du 5 portes, on a eu du 4 portes à coffre, un petit peu moins élégante, et on a eu surtout un cabriolet extrêmement élégant en collaboration avec Pininfarina. Et si mes souvenirs sont bons, cette 306 cabriolet a été fabriquée à Turin, à côté d'une chaîne où était assemblée également une Ferrari, je crois me rappeler. Alors, on va commencer à faire travailler le carrossier italien dans ses ateliers. Le cabriolet, il est intéressant parce que c'était le dernier cabriolet avec capote souple, capote classique. On s'oriente tout doucement avec la gamme des 06 vers le coupé cabriolet, ce qu'on appellera le CC. Voilà, c'était quand même plus élégant, plus aérien, avec une petite capote en toile, plus jolie esthétiquement. C'est beaucoup plus joli esthétiquement, c'est plus agréable d'avoir une voiture coupée que l'on transforme en cabriolet quand on roule beaucoup l'hiver. Absolument, on est d'accord. Hervé, nous changeons de siècle, 2001, 307. Alors encore une rupture stylistique. Là, on est parti des formes qui commencent à s'adoucir sur la génération 6, et là, on va beaucoup plus loin. La mode est aux formes bien plus arrondies. On arrive sur une 307 qui doit en plus s'adapter avec un nouveau mode de fabrication des voitures qui prennent du volume en hauteur. Beaucoup en hauteur. Beaucoup en hauteur. Sous l'influence des monospaces à l'époque aussi quand même. Un petit peu, et puis ça offre plus d'habitabilité, mine de rien, donc on se sent un peu plus à l'aise à l'intérieur de cette voiture. Elle va une fois de plus être produite dans une myriade de silhouettes différentes. Hein. On peut noter les 3 portes, les 5 portes, on peut noter le CC. Tout à fait, le fameux coupé cabriolet. Présent sur la 306. Et bien là, la 307, elle recevra son toit rigide. CC qui avait été inauguré par la 206. Voilà, qui était elle-même directement inspirée du 401 Eclipse que la marque Peugeot avait lancé au début des années 30. 307 qui a été décliné, comme vous le disiez, en break et SW, un SW très élégant qui pouvait accueillir jusqu'à 7 occupants et qui inaugura en première mondiale le fameux toit panoramique en verre. Oui, qui offrait une luminosité incroyable et en plus, si mes souvenirs sont bons, qui offrait une meilleure rigidité que l'acier, je crois. Le verre offrait une bonne rigidité par rapport à la fine tôle, parce que finalement, une tôle automobile, c'est très très fin. Donc bien entendu que ça augmente cette rigidité. Le contrepoids, justement, c'est le poids du verre qui est plus lourd. Un châssis absolument extraordinaire. Alors elle était devenue plus sage que la 306, beaucoup plus sage en châssis. Elle était moins joueuse, mais alors elle était d'une rigueur incroyable. Et petite anecdote, en tant qu'essayeur, la première génération n'avait pas l'antidérapage ESC et elle l'a eu par la suite. Et avec un confrère, on avait dit mais à quoi ça sert l'antidérapage sur une 307? Il n'y en a pas besoin. Tellement c'était un véhicule qui était scotché, littéralement scotché au sol. C'était phénoménal. C'est l'étude des liaisons au sol qui évolue, hein, et c'est justement le rôle du saut de génération dont on parle souvent. Eh bien, c'est que d'une voiture à l'autre, on fait des progrès et qu'on les adapte au fur et à mesure du renouveau. Et c'est pour ça que, eh bien, on peut passer de la 301 au 307, 308. Très facilement en voyant tous ces sauts technologiques. Voilà. Alors ces évolutions technologiques, c'est marrant, c'est souvent par palier, c'est-à-dire que quelquefois ça évolue un peu moins et puis tout d'un coup sur une génération le comportement évolue beaucoup, le confort évolue beaucoup, le design évolue beaucoup, c'est un peu par palier, c'est par régulier, c'est ça qui est intéressant. Tout dépend de ce qu'on veut marquer sur le véhicule suivant. Selon ce qu'on privilégie, absolument. Qu'est-ce qui a pêché sur le véhicule précédent? Qu'est-ce qu'on veut vraiment améliorer sur le suivant? C'est ça qui est passionnant. Exactement. Et donc après la 307, nous voici arrivés à la 308. Nous sommes toujours sur les 308, sauf que là il s'agit de la toute première génération 308 qui change là encore de style.
Oui. dans la prolongation de la 307, mais avec ces fameux avants très plongeants, les porte-à-faux augmentés, je crois, sous l'influence notamment des fameux chocs piétons. Exactement, donc on va aller chercher, il faut retrouver un peu d'espace pour que la déformation des pare-chocs puisse absorber les fameux chocs piétons. On va voir également qu'on va articuler, on reste sur une architecture très haute. On garde le toit vitré. Peut-être affiné aussi, peut-être un peu allongé. Ce qui est pas... Dans le toit vitré va s'incliner directement sur le pare-brise qui plonge très loin derrière. Donc on offre toujours une très grande luminosité. On est dans l'évolution, hein, on reste dans le cœur de ce qu'on avait évoqué sur une 307. Celle-ci sera la dernière à avoir une telle variété de silhouettes. Voilà. Hein, puisque vous allez avoir quand même les 3 portes, les 5 portes, le break, enfin tout ce qui est break. Break et SW. C'est la dernière qui va avoir ses cabriolets et coupés. Hein, n'oublions pas que le dernier petit coupé de la marque, c'est RCZ, et que RCZ, son nom de baptême, c'était le 308. RCZ. Absolument. Et on reconnaît la face avant du RCZ. Avec une ligne vraiment très harmonieuse sur les RCZ, très atypique, très harmonieuse. Exactement. Peugeot la plus fortement motorisée de l'histoire à l'époque, hein, avec ses 272 chevaux, si mes souvenirs sont bons. C'est les versions RCZR qui sont qui restent quelque chose d'emblématique. Il faut savoir que c'est une voiture qui est déjà collectionnée. Complètement, dès le départ, quasiment les R. Avant la fin de la production, elle était déjà collectionnée. Et un châssis d'une efficacité absolument remarquable, plaisir de conduite exceptionnel, dérivé de la 308. Exactement. Fabuleuse voiture. C'est dommage qu'elle ait été arrêtée. Je suis sûr qu'on continuerait à en vendre. Et nous passons donc, Hervé, à l'avant-dernière, donc la seconde génération de 308. Alors là encore, évolution du style, alors que je trouve, moi, très harmonieuse, parce que c'est un mélange de modernité et de classicisme et de très bon goût Peugeot. J'aime beaucoup cette génération. Plus sobre. Je vais donner mon point de vue sur la dernière génération que je trouve un peu compliquée, un peu surdesignée, même si c'est très élégante. Je trouve cette seconde génération particulièrement harmonieuse. Ça, c'est mon point de vue. Déjà, vous voyez que la voiture redescend, se recale. On retrouve quelque chose de plus élégant dans les lignes, mais une fois de plus, on le voit aujourd'hui au travers de notre prisme et de ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, si on se remet dans le temps, les autres voitures correspondaient à ce que le public attendait. Le public veut des voitures qui sont aux lignes plus douces, plus sages et plus tassées. Eh bien, la 308, Peugeot écoute ce qui se dit, ce que les gens veulent et ce que les gens attendent. Une fois de plus, le style Peugeot va s'inspirer de son passé et aller rechercher des lignes qui vont être bouleversées, changées pour se projeter vers un avenir brillant. Et dans l'habitacle, on a vraiment une qualité de fabrication, de finition, une qualité perçue qui marque encore une nette évolution. Hein. Alors, c'est encore exacerbé sur l'actuelle 308, mais là déjà, cette 308 seconde génération était très bien finie. Et rappelez-vous que la simplicité du tableau de bord a été... c'était banco. Sur certaines voitures, on commençait à se dire qu'il fallait Bac+12 pour pouvoir les piloter. Ça devenait des avions de chasse, alors que là, on revient à des lignes très simples. Le fameux e-cockpit notamment. Voilà, et rappelez-vous donc SR1, le fameux concept car qui avait tant plu sur les salons et dont le style Peugeot dévoilait en fait les premières lignes de sa future 308. Et un châssis absolument remarquable, exacerbé sur cette version GTI qui là aussi, à mon avis, va devenir un collector. Hein. On parlait de la RCZ-R, 308 GTI, je pense que ça va devenir... C'est en plus la dernière GTI. Oui, c'est un des savoir-faire de la marque, de savoir s'adapter, de faire des bonnes tenues de route. C'est quelque chose qui va de voiture en voiture et puis qu'on perfectionne au fur et à mesure. Donc, futur collector. Oui, bien sûr, comme toutes les Peugeot. Très belle conclusion, Hervé. Merci beaucoup pour cette passionnante visite. J'espère qu'on pourra refaire ça sur d'autres familles Peugeot. Il n'y a pas de raison. Eh bien, n'hésitez pas à venir nous rendre visite quand vous le voudrez au musée de l'aventure Peugeot. Absolument. Merci encore, Hervé. À très bientôt. À très bientôt, merci.